je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde? Célèbre bombe d'affaires américaine. Sans attendre des enfants. Il se partage un gant. Oh well. Pour des raisons géopolitiques, de fierté, d'orgueil et de prestige, le développement du nouveau virus a été un temps caché, inavoué. Le docteur Li Wenliang, ayant découvert ce nouveau coronavirus, a même été blâmé par le gouvernement chinois. Le relais d'information vers l'OMS ainsi que vers les autres pays a fini par se faire, de manière à peu près transparente, mais un temps incroyable a été perdu. Face à un nouveau virus, la ressource première, c'est le temps. Gagner la course du temps, c'est empêcher le virus de se déployer et de sévir à son plein potentiel. Dans un système où la méfiance entre les États prime sur la solidarité et donc la coordination, les pandémies sont plus enclines à se développer. Une paranoïa s'installe, mais contrairement à ce que l'on croit, elle ne commence pas par le citoyen lambda qui écoute les infos en boucle. Celui-ci vient après. Au début, avant que le présumé problème ne parvienne jusqu'au grand public, une paranoïa institutionnelle se joue. Toutes les dimensions constituantes du système dans lequel l'humanité évolue sont mises en péril. Le système est monétaire, capitaliste et productiviste. Or, une épidémie naissante a de quoi inquiéter les dirigeants de gouvernements et d'entreprises. Le spectre d'une baisse d'activité et d'une récession généralisée pointe à l'horizon. Pourtant, les premières observations concernant le Covid-19 ont très vite démontré que nous étions loin d'une situation apocalyptique, le taux de mortalité n'étant pas significativement élevé. Par comparaison, Ebola a un taux de mortalité de 50%, contre 1% pour le Covid-19. Or, les foyers de départ ont une différence fondamentale, leur poids économique. L'Afrique est un continent pesant bien moins que les autres sur les plans monétaires, capitalistes et productivistes. En revanche, la Chine est l'usine du monde, deuxième puissance mondiale par PIB et acteur commercial incontournable. Les garants du système actuel ont été l'indicateur de panique. Leur inquiétude, à peine masquée, a été l'étincelle qui a donné une dimension médiatique à l'affaire et installé un climat de peur mondial, affectant cette fois-ci les citoyens lambda. Les places boursières dévissent. Que ce soit pour l'épidémie actuelle ou pour tout événement venant déranger la quiétude des marchés, ces derniers peuvent entrer en crise et avoir des conséquences par effet domino. Dans le système monétaire et capitaliste, l'argent de l'investisseur peut être placé en bourse, à des fins spéculatives notamment. L'anticipation des difficultés des entreprises liées à l'épidémie provoque des mouvements de capitaux et des baisses de valeur. Les banques, comme les particuliers, voient leurs bénéfices se réduire franchement et peuvent même accuser des pertes. Le particulier verra sa vie impactée par une baisse de revenus ou un endettement. Mais l'impact sur les banques se répercutera à toute l'économie réelle. Sur la défensive, elles prêteront et investiront moins facilement, entraînant une baisse des bénéfices, mais aussi de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la création de richesses à l'échelle du pays, donc du PIB. Les contrôles de personnes, parlons-en. Si bon nombre de pays mettent tous les moyens en œuvre pour repérer d'éventuels malades le plus tôt possible, comme par exemple dans les aéroports, les lieux de rassemblement et les zones dédiées à la prise de température, d'autres adoptent des stratégies plus passives, préférant guérir que prévenir. Dans une société monétaire, la question du coût des opérations s'invite dans les enjeux de santé publique. Les contrôles demandent une capacité de déploiement humain et matériel pouvant s'avérer onéreux. Le choix se porte donc sur une appréhension du problème via des structures déjà établies, donc mieux organisables et moins dispendieuses. Il semble en tout cas que les pays mettant, entre guillemets, le paquet sur l'identification, le filtrage et la mise en quarantaine stricte des malades retiennent mieux la diffusion, certes inéluctable, de l'épidémie. La crise sanitaire que le monde traverse met en exergue par endroits le manque de discernement, de bon sens et par extension d'éducation
de la part de certains citoyens. Le système incitant à la compétition et la défiance entre tout agent économique, la peur du coronavirus est l'occasion de manifester la peur de l'autre, parfois la colère et la haine, en tenant pour suspect des personnes asiatiques par exemple, avec pour simple indice le fait qu'elles soient asiatiques. L'éducation dévoyée ne forme pas de citoyens éclairés, simplement des futurs travailleurs qui entretiendront à leur tour le système et ses travers. Outre le racisme primaire, le manque d'éducation pose aussi des problèmes pratiques liés aux maladies virales. Prenons les gestes à effectuer en cas de toux, le bras devant la bouche pour éviter de partager ses fluides avec des passants innocents. Il est étonnant et désolant de constater le nombre de personnes faisant preuve d'impolitesse et ne respectant pas ces précautions qui vont de soi. La pénurie est une des grandes peurs en cas de crise. Les gens s'arrachent les masques et gel hydroalcoolique. Une société face au danger fonctionne en termes de codes, de signaux abstraits. Danger égale provision. Ce réflexe est largement conséquence de la conscience individualiste. Sauf qui peut, poussez-vous que je m'y mette, et profite à des personnes avides et mal intentionnées, capables de voler les hôpitaux pour revendre à prix d'or le matériel tant convoité. Pourtant, un produit à forte demande ne risque pas d'être en rupture de stock très longtemps. Les industriels manqueraient leur rendez-vous avec le succès. Il suffit donc de faire preuve, collectivement, de discipline. Pour que les dérives prospèrent assez longtemps, il est nécessaire de maintenir un sentiment d'urgence. C'est là qu'intervient cet effet pervers qui finalement est peut-être le plus important, la désinformation. Lorsque l'ignorance règne sur fond d'urgence, tous les sons de cloche semblent salutaires. Dans un monde où la monnaie est un objectif permanent, les médias n'ont d'autre choix que de nourrir le citoyen d'images et de témoignages sur le grand sujet du moment, qui occupe les esprits. Quitte à se répéter incessamment, à relayer des falaises ou des théories qui maintiennent les gens dans une expectative sans fin. Une bulle info qui draine des millions de fidèles et qui a le mérite d'être rémunérateur. Les laboratoires privés sont sur les starting blocks et lorsqu'une épidémie se profile, la bataille fait rage pour être les premiers à découvrir la formule magique, l'antidote, le vaccin qui va protéger l'humanité. Par souci du bien commun ? Pas vraiment. La première raison, et tout le monde en est conscient, c'est de décrocher les brevets qui permettront de générer des profits colossaux. Avec 7 milliards de clients potentiels, il y a de quoi mobiliser toutes les forces dans la recherche. Si ce n'est le patient lui-même, c'est l'État qui payera la facture. Et la recherche publique dans tout ça ? Dans la plupart des pays, elle n'a tout simplement pas la solidité financière pour jouer au même niveau que ses concurrents privés. L'un des effets surprenants liés à la prolifération du Covid-19 est le recours plus fréquent des entreprises au télétravail. Les départs et retours, domicile-lieu de travail, représentent un terreau favorable à la transmission du virus, surtout dans des zones à forte concentration urbaine, dans les transports en commun et parmi les grandes entreprises. Pourquoi le télétravail peine à séduire, alors qu'en France, par exemple, 25% des actifs sont concernés ? Dans une société où le travail est un marqueur social et un gage de mérite, les citoyens craignent de ne plus correspondre à la norme, d'être marginalisés et même isolés, loin de ce contact social tant apprécié entre collègues. Ce sont aussi souvent les entreprises qui s'imaginent perdre le contrôle de leurs petites mains, toujours dans une logique productiviste. La société du travail, c'est aussi le blocage du progrès et de l'automatisation. Qui ne s'interroge pas régulièrement sur la pertinence de tel ou tel poste, occupé par un humain au XXIe siècle, alors que nous avons la technologie pour l'automatiser ? Le système est monétaire. Toute chose ou presque est monétisée, donc toute personne doit posséder et dépenser de l'argent, quitte à maintenir de l'emploi archaïque. En cas de crise sanitaire, cela fait autant de transmetteurs potentiels de virus. Les mesures et observations de la pollution en Chine montrent que la crise a fait baisser de manière spectaculaire les émissions de CO2. Ces résultats sont positifs pour le climat, au sens strict, car cet effet est circonstancié. Il est rendu possible par le ralentissement de l'activité ainsi que par la souffrance humaine. La souffrance et la mort comme moyen de préserver l'environnement, ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas être un programme pour le futur.
Ça doit donc rester une conséquence opportuniste. Le système monétaire, capitaliste et productiviste, est intrinsèquement lié à la pollution. Il est donc fantasque de croire que finalement, la crise sanitaire est l'exemple même d'une capacité du système à émettre moins de CO2. Le système est caractérisé par la pollution essentielle à sa continuité. Il faudra être attentif aux suites de l'épidémie et voir si la Chine et d'autres États ne revendiqueront pas à l'avenir du crédit carbone prétendument capitalisé sur la baisse d'activité de 2020. Pour vous convaincre s'il en est besoin que le système actuel et pollution sont indissociables, sachez que des milliers d'avions volent malgré l'absence de passagers due au coronavirus. Les compagnies aériennes ont décidé de faire des trajets à vide pour conserver leur créneau horaire.